La résistance naît dès juin 1940. Résister, c'est alors refuser la défaite militaire de la France. Résister, c'est aussi refuser la demande d'armistice formulée par Pétain le 17 juin 1940, ainsi que les conditions d'armistice fixées le 22 juin 1940 et notamment celle qui établit l'occupation de la moitié nord de la France et du littoral atlantique par l'armée allemande. Résister, c'est aussi refuser cette idéologie nazie, une idéologie nationaliste, raciste, antisémite. Enfin, résister, c'est aussi continuer à espérer, continuer à croire que la victoire est possible, car comme le souligne le général de Gaulle dans son fameux appel du 18 juin 1940 à la radio de Londres, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Cet appel du 18 juin constitue la première opération de communication de la résistance. À partir de cette date, la presse, les tracts, la radio deviendront des enjeux de la communication pour résister. La presse, par exemple, est très utilisée, qu'elle soit officielle ou clandestine. La presse clandestine repose pour beaucoup sur la volonté et l'acceptation du risque. La survie de cette presse est très difficile. Ils sont confrontés aux difficultés matérielles, comme la recherche de rédacteurs et l'approvisionnement en matériel divers. Certains journaux ne durent que le temps de quelques numéros, suite à des arrestations, déportations et exécutions. Ils font l'objet d'une active répression menée par les polices françaises et allemandes qui surveillent tous les lieux publics. La réalisation des journaux est un véritable défi, car ces combattants de l'ombre sont sujets à des problèmes d'ordre technique, comme la conception, la réalisation, le financement et la diffusion des journaux. Il y a eu des journaux clandestins qui ont informé les Français des rafles et des arrestations de Juifs. Les journaux clandestins n'étaient pas des journaux qui fonctionnaient par reportage, comme les journaux d'information actuels. C'étaient des journaux militants qui donnaient les informations utiles pour organiser le combat de la résistance. La censure est présente dans la presse officielle et sur les ondes, mais la presse clandestine, les tracts, les vignettes, les graffitis permettent aux résistants de critiquer l'oppression nazie et la complaisance du régime de Vichy. La nuit, des résistants arrachaient les pancartes de l'armée allemande qu'ils cassaient en sautant dessus ou ils déchiraient les affiches placardées par les Allemands. Les résistants étaient aussi doués pour dégrader les publications des Allemands que pour faire des tracts clandestins, eux aussi, et les diffuser pour appeler à la résistance. Durant toute la période de la résistance, de nombreux tracts en tout genre ont été édités et ont circulé dans la France libre, occupée, mais également en Allemagne. Ces nombreux tracts résistants se présentaient sous de multiples formes et visaient une population et des buts différents de l'un à l'autre. Pour diffuser des informations, l'audio était autant utilisé que l'écrit, avec la radio par exemple. Un ancien général des forces françaises de l'intérieur disait « Les différents états-majors qui avaient, à Londres, à traiter des questions FFI, comprirent très vite que, parallèlement à la propagande, les stations radio présentaient un grand intérêt pour transmettre ces ordres ayant un caractère strictement militaire. La BBC jouera dans ce domaine un rôle d'une importance considérable. » Ceci est confirmé par les multiples appels qui ont été faits, comme l'appel du 18 juin par le général de Gaulle. Quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement
qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. La radio Londres avait aussi des émissions comme Les Français parlent aux Français. Il était interdit et dangereux d'écouter les animateurs de cette émission dans la France occupée, d'autant plus que la radio Londres diffusait des messages codés appelés messages personnels, qui permettaient d'établir le contact entre les différentes résistances. Ces messages codés servaient principalement à annoncer des opérations aériennes, parachutage d'agents ou de matériel, atterrissage d'avions légers qui amenaient ou venaient prendre des agents. Les messages personnels ont aussi donné l'annonce du débarquement de 1944. Ils ont été créés par Georges Béguet, officier français du SOE, service de renseignement britannique. Ces messages étaient pour le moins insolites ou complètement incompréhensibles. Annonce le débarquement et constitue l'ordre de lancement des opérations de sabotage des voies ferrées de l'Ouest. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. L'avion a joué un rôle éminent dans la communication entre les résistances et entre les Alliés et les résistants. Ils avaient pour rôle de lancer les tracts au-dessus des villes, mais aussi les journaux, etc. Les avions étaient utilisés pour transporter des résistants de la France à l'Angleterre sans qu'ils puissent être contrôlés ou arrêtés. Les avions bombardaient notamment grâce au BCRA, Bureau central de renseignement et d'action. Longtemps placé sous les ordres du colonel Passy, ce bureau rassemblait tous les renseignements fournis par les réseaux français et coordonnait l'action de ces derniers depuis Londres. Monsieur Maurice Laval, ancien résistant et agent du BCRA, nous a dit « Quand on rentre dans le BCRA, on n'en sort jamais ». Cette phrase nous a marqué car elle montre bien l'importance de ce bureau dans l'histoire de la résistance et dans la vie de ces anciens agents et espions résistants pour la liberté de la France. Leurs missions étaient diverses, mais très souvent centrées sur le sabotage. Maurice Laval nous raconte la fois où il a donné le top départ pour un bombardement avec des codes et des faux noms qu'il portait avec ses coéquipiers. Le sabotage portait souvent sur le déboulonnage des chemins de fer ou encore sur les explosions des chars allemands. Les opérations de sabotage étaient autant faites par des jeunes résistants que par des plus âgés. Communiquer pour résister pouvait aussi prendre la forme du chant. Le chant des marais, qui est repris par les déportés français en Allemagne, dans les camps de concentration ou encore Le chant des partisans. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines.
Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme.